Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à l'industrie automobile mondiale, à l'affaire Carlos Ghosn, au Japon et pour laquelle nous recevons Philippe Riès. Quand je dis nous, c'est Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, c'est Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et c'est Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Le Temps. Cette émission est une émission thématique et comme toutes nos émissions thématiques, elle est soutenue par le groupe d'assurance MMA qui la soutient de deux manières, matériellement d'une part et moralement d'autre part, en faisant connaître notre émission, nos émissions, et pas seulement les thématiques, à ses salariés et aussi à ses clients. Et nous sommes aussi soutenus par les abonnés à cette émission que nous, traditionnellement, remercions avant de commencer notre conversation. Et pour ma part, je remercie Victor Fronter, Véronique Lojard, Arthur Gautran, Pascal Hermel et Marc Mass, Lucille Schmitt. Je remercie, en ce qui me concerne, Hervé Charnalet, Stéphane Buron, Christopher Crimes, Raphaël Itzigson et Christian Saling. Philippe Riès. Je remercierai donc Laurent Forex, Marine Chenfelet, Stéphane Folliette, Éric Poncel ou Poncil et Céline Mimoun. Richard Verly. Au nom du Nouvel Esprit Public, un grand merci à Stéphane Munier, Maldoror Davier, Julien Ollier, Paul Chéchin et Vincent Brémond. Jean-Louis Bourlange. Oui, bien, en notre nom à tous, je remercie Marie-Claude Schilling, Guillaume Crescent, Mathieu Bloch, Christiane Richard et Laurane Viau. Un dernier mot pour rappeler que c'est dimanche prochain, le 14 avril, que nous serons en public à l'école alsacienne et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Je l'ai dit, nous recevons Philippe Riès. Philippe Riès, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez été une première fois en poste au Japon de 1985 à 1989. Vous avez dirigé le département économique de l'agence France-Presse de 1990 à 1996 et vous avez pris vos fonctions de directeur du bureau de l'agence France-Presse de Tokyo, alors même que l'alliance entre Renault et Nissan était annoncée le 29 mars 1999. Il se trouve que nous enregistrons cette émission précisément le 29 mars 2019. Il y a donc là un anniversaire. Je présume que vous avez rencontré Richard Verly, qui fut en son temps également correspondant à Tokyo, à l'époque que je viens d'évoquer. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Citoyen du Monde, publié en 2005 et coécrit avec Carlos Ghosn. Vous avez également écrit Cette crise qui vient d'Asie en 1998 et Le jour où la France a fait faillite en 2006 avec le regretté Philippe Jaffray. Le 30 janvier 2019, vous avez fait paraître dans le Financial Times un article dans lequel vous réagissiez avec virulence à l'emprisonnement de Carlos Ghosn, article qui, je crois, n'a pas été sans provoquer quelques remous au Japon. Carlos Ghosn, rappelons-le, a été arrêté le 19 novembre 2018, alors qu'il venait d'atterrir à Tokyo. Il est d'abord accusé de malversation financière, puis placé en garde à vue à la prison de Kosuge. Le 22 et le 26 novembre, les conseils de Nissan et Mitsubishi le démettent de ses fonctions de président. Il est remis en liberté le 6 mars 2019, après plus de 3 mois passés en prison, et contre le paiement d'une caution de 8 millions d'euros. Le 12 mars, les 3 membres de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors annoncent la création d'un nouveau conseil opérationnel pour coordonner leurs opérations, signant ainsi la fin de l'ère Carlos Ghosn. Au-delà de la spectaculaire mésaventure d'un puissant tycoon, cette affaire replace l'industrie automobile mondiale sur le devant de la scène. Dans ce secteur, 8 pays représentent à eux seuls 70% du total des ventes mondiales. L'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Des alliances ont renforcé la position des têtes de proue. Tel est le cas de la France et du Japon, qui ont associé Renault et Nissan en 1999, puis Mitsubishi en 2017. Régulièrement classée parmi les 4 premières vendeuses mondiales
L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a atteint au premier semestre 2017 la première place devant Volkswagen AG, Toyota et General Motors, avec 10 600 000 véhicules vendus, dont 3 760 000 pour Renault et 5 810 000 pour Nissan. Toutefois, l'industrie automobile qui surfait sur une vague de croissance ininterrompue depuis la crise de 2008-2009 semble être entrée depuis l'été 2018 dans une période de ralentissement. Les chiffres mondiaux de production pour la première moitié de l'exercice fiscal de Nissan montrent par exemple une baisse de 6%, avec des reculs qui atteignent 14% au Japon et 9% aux États-Unis. Le secteur de l'automobile mondial n'est pas épargné par les bouleversements que connaissent les autres industries. Selon la 19e étude annuelle de KPMG sur les tendances clés du secteur automobile à travers le monde, 3 enjeux cruciaux se dessinent: la transition vers le véhicule électrique, la digitalisation qui ouvre de nouvelles opportunités de création de valeur, et enfin l'arrivée du véhicule autonome et connecté qui questionne les usages de l'automobile. Dès lors, que nous apprend l'affaire Carlos Ghosn face à cette industrie automobile mondiale? Philippe Priest, c'est une première question que je vous adresse. Alors, jusqu'à ces événements récents et assez dramatiques, dont l'impact, je dois dire, est tout à fait considérable, pas en France, mais certainement au Japon, aux États-Unis et dans l'industrie automobile mondiale en général, l'Alliance était considérée comme une très grande réussite et une réussite très rare. Parce qu'il faut se souvenir qu'elle est née en fait de 2 échecs. Elle est née premièrement de l'échec de la fusion envisagée entre Renault et Volvo, et elle a été concomitante à l'annonce et ensuite à l'échec d'une autre fusion entre égaux, comme on disait à l'époque, entre Daimler et Chrysler. Et la formule de l'alliance avait été choisie par Louis Schweitzer et M. Hanawa, qui présidait Nissan à l'époque, précisément pour essayer d'éviter les travers d'une fusion traditionnelle. Les fusions sont rarement entre égaux. Quand il y a un partenaire très dominant, c'est une absorption. Dans le cas de Renault et de Nissan, Nissan a toujours été plus gros que Renault. Il y avait un déséquilibre qui était dû au fait que Nissan était au bord de la faillite. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que les Japonais auraient préféré de beaucoup un mariage avec Daimler, pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ici, parce que ça nous renverrait à la révolution de Meiji, à l'influence de l'Allemagne, etc. Et cette fusion n'a pas pu se faire parce que Daimler était engagé dans l'opération Chrysler, qui s'est d'ailleurs très très mal terminée. Et donc, la formule avait été choisie comme une alliance, pas comme une fusion, de sorte que c'était bien une prise de contrôle de Nissan par Renault, mais on allait préserver autant que faire se peut la personnalité des entreprises, naturellement leur marque, et on allait procéder à un processus d'intégration extrêmement progressif, consistant à mettre en commun les achats, les moyens techniques, et progressivement des secteurs de plus en plus sensibles. Le secteur le plus récent et le plus compliqué étant d'ailleurs celui de l'ingénierie et de la recherche. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'affaire Ghosn remet en cause ce verdict? Est-ce que l'alliance a été un succès? Et surtout, peut-elle continuer à l'être, compte tenu de la manière dont s'est produite l'éviction de son, je dirais pas de son concepteur, mais certainement de son architecte. Richard Verlet. Ce que je trouve passionnant dans cette histoire industrielle qui pour l'instant, aboutit devant la justice pour Carlos Ghosn, c'est qu'elle a été non seulement, comme vient de l'expliquer Philippe, une grande histoire industrielle, une grande histoire financière, un coup de maître quand même parce que l'alliance a fonctionné, mais elle a aussi été pendant un temps, pour beaucoup d'entre nous, je dirais l'illustration de la capacité d'une culture à en comprendre une autre. Parce qu'au fond, c'est ça. Il y avait un mythe Carlos Ghosn, auquel le livre de Philippe a contribué. Carlos Ghosn est arrivé à ce miracle rare dans l'histoire d'un manager occidental, mandaté par une entreprise européenne, qui débarque au Japon et qui réussit
ou en tout cas qui donne l'impression d'assimiler et de comprendre la culture industrielle japonaise. Et ça, c'est très rare, c'était très peu arrivé, et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs une notoriété sans pareil. Il a su surfer là-dessus, mais c'était pas seulement, je dirais, de la prose, c'était pas seulement quelque chose de factice, au contraire, il y avait de sa part, je crois, et de la part de l'équipe, parce qu'il était entouré, Philippe le sait bien, il y avait de la part de cette équipe venue de Renault, une vraie volonté de comprendre le génie, entre guillemets, industriel japonais, et il y avait un message adressé à Nissan, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'étais basé au Japon, qui consistait à dire « Vous êtes d'excellents ingénieurs, vous produisez d'excellentes voitures, et nous venons aussi pour apprendre de vous comment faire de cette alliance une alliance à la japonaise, c'est-à-dire une alliance à la fois performante et une alliance qui va épater le monde par ses qualités techniques. » Et les Japonais ont marché, je dirais, derrière Carlos Ghosn. À cause de ça, on verra sans doute tout à l'heure ensuite que le récit s'est un peu effrité. Oui, c'est précisément la question qu'on a envie de poser. C'est-à-dire que cette attitude si rare, cette ouverture d'esprit, cette écoute à l'égard d'une autre culture, cette humilité même, qui n'est pas la qualité qu'on cite d'abord quand on parle des Français, comment et quand on parle de Carlos Ghosn. Et notamment, et comment en un Plonville, l'or pur s'est-il changé? Oui, mais on dit énormément de bêtises sur Carlos Ghosn, surtout dans la presse française. La conception, par exemple, du plan de renaissance de Nissan a commencé par un travail d'écoute, et je dirais même d'immersion, qui a duré 5 mois, où il est allé partout, dans les usines, dans les laboratoires, chez les concessionnaires, écouter. Il a passé son temps à écouter. Vous ne redressez pas une entreprise de cette dimension sans quand même un certain talent. Par contre, un talent d'écoute et un talent de leadership, d'entraînement. Par contre, le mythe du consensus à la japonaise n'a jamais été présent dans l'Alliance. Il y a eu des décisions extrêmement dures, qui étaient des décisions en plus totalement inédites au Japon. Le Japon n'avait jamais fermé une usine automobile. Il en a fermé 3. Alors, contrairement à ce qui a été écrit, il n'a pas licencié 21 000 personnes. Il a supprimé 21 000 postes. Il y a eu énormément de reclassements, très peu de suppressions sèches. Il a, ce qui était absolument indispensable, dénoué des centaines de participations qui étaient totalement inutiles, qui faisaient partie de ce qu'on appelle au Japon un keiretsu, des participations croisées, qui immobilisaient du capital, le capital dont Nissan avait absolument besoin pour se redresser. Et puis surtout, il a modifié radicalement une situation. Il faut savoir que si l'alliance a été annoncée le 29 mars 1999, c'est que le 31 mars, Nissan était en cessation de paiement. C'était une des plus grandes entreprises du Japon, le 2e constructeur automobile, employant des centaines de milliers de personnes. Mais la situation était absolument tragique. Je vais citer un chiffre. Nissan produisait à l'époque 42 modèles de voitures, perdait de l'argent sur 39, n'avait pas gagné d'argent depuis 11 ans. Donc, ça n'a pas du tout été consensuel. Et quand j'entends aujourd'hui dire que l'Alliance va renaître dans l'ère post-Ghosn sur la base du consensus à la japonaise, j'ai envie de dire, vous vous moquez de nous. Il faut, dans cette industrie, et surtout compte tenu des défis qu'elle va affronter, notamment des défis sociaux qu'elle va affronter dans les mois et les années qui viennent, il faut des décisions extrêmement fermes, il faut un leadership extrêmement assuré de lui-même, et ce n'est pas du tout ce que je vois émerger actuellement, pas du tout. Jean-Louis Bourlange. Oui, enfin, il y a 1000 questions. Sur la question du redressement de Nissan, quelle a été... parce que moi, je suis dans la situation que vous décrivez de l'observateur qui lit les bobards de la presse ou qui écoute les bobards de la radio et de la télévision, et j'ai une approche extrêmement peu documentée de cette affaire. Mais on m'a toujours dit, et je souhaiterais que vous me démontriez le contraire, que ce qui avait caractérisé, c'est pas d'ailleurs
contraire avec ce que vous venez de dire, que ce qui avait caractérisé l'irruption de Carlos Ghosn dans cette firme japonaise, ça avait été quand même l'introduction d'une mentalité de cost-killer, on va dire, de quelqu'un qui jouait essentiellement avec, parfois assez brutalement, et contrairement à cette culture du consensus qu'on attribue d'ordinaire aux Japonais, qui jouait vraiment des ruptures importantes. Comment s'est organisée à la fois l'intégration, l'insertion de la culture Ghosn dans la culture de l'entreprise Nissan, et est-ce qu'il n'y a pas, dans les conditions de cette acculturation, est-ce qu'il n'y a pas le germe de ce qui est devenu maintenant une rupture ? Philippe Riès. Alors, c'est une question très intéressante, mais encore une fois, vous ne construisez pas le premier constructeur mondial automobile uniquement en réduisant les coûts. Dans le NRP, le premier, c'est une méthode d'ailleurs qui est devenue, ces plans triannuels et triennaux, c'est devenu une méthode qui s'est imposée presque dans toute l'industrie automobile mondiale, et c'est vraiment la méthode Ghosn. C'est exactement ce qu'a fait Carlos Tavares, par exemple, chez PSA. Il a été, comme chacun sait, à l'école de Carlos Ghosn, à la fois chez Renault et chez Nissan. Il y avait bien entendu un plan produit. Il y avait donc des nouveaux modèles. Il y avait une stratégie internationale d'expansion. On parle beaucoup, et depuis longtemps, et à juste titre, du déséquilibre qui s'est créé entre Nissan, devenu beaucoup plus gros, beaucoup plus rentable, jusqu'à ces dernières années, parce que la situation s'est retournée, et Renault. Mais, par exemple, l'expansion en Chine, qui explique beaucoup du déséquilibre entre Nissan et Renault, puisque Nissan est très puissant en Chine à travers la société commune avec Dongfeng, qui fabrique quand même 1 300 000 voitures sur les 5-8 de Nissan. Il y en a 1 300 000 qui sont fabriquées en Chine. Ça, c'est véritablement le travail de Carlos Ghosn. C'est même une négociation directe, je le sais parce que j'ai parmi mes amis des gens qui ont été les chevilles ouvrières, entre Zhu Rongji, qui a été le grand Premier ministre réformateur de la Chine, et Carlos Ghosn. La prise de contrôle de Siam Motor, qui a fait de la Thaïlande une sorte de petit détroit dans le sud-est asiatique, c'est complètement une opération Carlos Ghosn. Donc ça n'était pas simplement couper les coûts. Sûr. C'était essentiellement créer des conditions de rentabilité qui font ensuite que vous pouvez avoir une expansion. Enfin, c'est la base de n'importe quel business. On est pratiquement confus de devoir expliquer que vous ne pouvez pas développer une entreprise si elle ne gagne pas d'argent. Or, Nissan perdait de l'argent systématiquement depuis 11 ans. Une chose qui est très importante, Nissan n'est pas Toyota. À l'époque où Nissan était quasiment en faillite, Toyota gagnait très très bien sa vie. Nissan est une entreprise très particulière et ça nous renvoie à ce qui sera un jour inévitablement la vérité sur l'affaire Carlos Ghosn. Nissan est une entreprise qui a été créée comme un conglomérat de l'État japonais dans la Mandchourie occupée. C'est une entreprise qui a toujours été... D'abord, elle est à Tokyo. Toyota est à Nagoya. Quand on connaît l'histoire du Japon, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, elle a toujours été extrêmement liée à l'État japonais. Et d'ailleurs, si l'alliance a pu se faire, c'est bien entendu, bien que l'État japonais n'ait pas 1% de part, pas une action de Nissan, c'est bien entendu parce que le gouvernement japonais, et notamment le tout-puissant MITI, aujourd'hui METI, a donné le feu vert. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et c'est d'ailleurs... Ça n'est pas que pour l'anecdote. Il se trouve que l'administrateur civil de la Mandchourie occupée était un certain Kishi Nobusuke. Kishi Nobusuke a été Premier ministre du Japon. Il a été considéré par les Américains comme un criminel de guerre. Et il est le grand-père de Abe Shinzo, aujourd'hui Premier ministre du Japon. Je ne peux pas penser que toute cette histoire soit indifférente à l'affaire Carlos Ghosn. Lucille Schmitt. Oui, moi, je vous écoutais, Philippe, et je me rappelle que lorsque j'ai commencé à travailler au ministère de l'économie et des finances français,
Je m'occupais du secteur automobile, c'était en 1980-1990, et à l'époque, nous avions ce qu'on appelait un 3% automobile, mesure totalement secrète, il fallait même pas en parler à un journaliste, qui consistait à restreindre l'accès au marché français aux automobiles japonaises. C'est aussi l'époque où Nissan s'installait en Europe et commençait à construire ce qu'on appelait la Nissan Bluebird, qui à l'époque avait été désossée par un certain nombre de pirates, si je puis dire, pour montrer qu'elle ne comprenait que 10 à 15% de composants européens. Pourquoi est-ce que je rappelle ceci ? Parce que 30 ans après, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, la démarche qui a été menée d'abord par Luigi Faeser et ensuite par Carlos Ghosn est une démarche assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée que le secteur automobile, les entreprises automobiles étaient quelque part un fleuron national. Et c'est ce que vous venez de nous rappeler avec Nissan. C'était le cas pour Renault particulièrement. C'était aussi le cas pour PSA. On a le sentiment que la fierté nationale se joue beaucoup, quelle que soit, je dirais, la composition du capital, autour du fait qu'on est capable de construire des automobiles, de les exporter maintenant, et ensuite, évidemment, d'avoir une forme de rentabilité. Mais la mondialisation du secteur automobile s'est effectuée à marche forcée depuis 30 ans, et cette alliance en est emblématique, et en même temps, on voit bien que ce qui se passe, c'est quelque part un retour du refoulé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la fierté nationale japonaise qui ressurgit autour de la façon dont Carlos Ghosn a été évincé, me semble-t-il, et j'aimerais vous entendre là-dessus, et vous venez de nous dire qu'au fond, Nissan, c'est aussi une entreprise politique. Et puis, du côté français, autour de ce qui s'est passé autour de Renault, on a cette fierté d'avoir conclu une grande alliance. Mais les Japonais, est-ce vraiment le pays allié ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans notre manière d'entrevoir la question automobile qui est une question nationale ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'affaire Carlos Ghosn, plusieurs affaires en une affaire, je dirais, politique, une affaire judiciaire, bien sûr, mais le lien entre le politique et le judiciaire existe. Et puis, il y a ce que vous venez de nous dire sur la transformation des enjeux automobiles autour du social, de l'économique et de l'innovation. Ces questions, comment ces affaires s'emboîtent, et est-ce que l'un des grands défauts de Carlos Ghosn, ça n'a pas été aussi de ne pas organiser un leadership plus collectif ? Aujourd'hui, est-ce que les conditions d'un leadership ne sont pas transformées, et peut-être de ne pas avoir suffisamment transmis, adoubé dans son équipe, justement, je ne sais pas, un dauphin japonais ? Comment est-ce que vous analysez cette question aussi du leadership ? Ce qu'on lui reproche sur le plan de la relation à l'argent, est-ce que c'est pas au fond d'abord un sujet sur l'absence de leadership collectif ? Philippe Riès. Bon, alors là, il y a tellement de questions. Il y a une brochette. Il y a tellement de questions que j'ai peur que nous y passions le reste de l'émission. On va aller jusqu'à la fin de Alors, l'émission. non, sur la politique, c'est très intéressant. Carlos Ghosn, en dépit de l'image qu'il avait au Japon, et dont a parlé Richard après le succès du premier plan de redressement de Nissan, n'a jamais voulu se mêler des affaires politiques. Il a accepté très provisoirement un poste de président d'une sorte de conseil, enfin de commission Théodule, chargée une de plus de réfléchir aux réformes structurelles pour le Japon. Enfin, les Japonais en ont fait des dizaines, un peu comme nous, qui n'ont jamais produit de résultats. Et en France, c'est très important, il ne s'est jamais mêlé des affaires du CNPF ou du MEDEF. Il a toujours tenu la politique à distance, et il le paye aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'il ne fait pas du tout partie de la caste. La caste des inspecteurs des finances, qui ensuite, ou des anciens directeurs du budget, qui ensuite viennent naturellement diriger toutes les entreprises du CAC 40, et pas seulement les entreprises financières. C'est un ingénieur, c'est un polytechnicien. Il a fait l'école des mines, mais il n'est pas ingénieur des mines, pour une raison simple. Donc il n'appartient pas au célèbre corps des mines, pour la raison simple qu'il n'a acquis la nationalité française que très tardivement, après avoir rejoint Renault, de mémoire, en 1996. Et il ne s'est jamais mélangé. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, dans cette affaire, une des choses tout à fait quand même étonnantes, c'est le silence assourdissant de ses collègues du CAC 40. Pas un seul n'a non seulement pris sa défense, mais même élevé la voix, fût-ce furtivement, pour s'étonner des conditions dans lesquelles il avait été arrêté et emprisonné au Japon. Pas un seul. Il ne fait pas du tout partie de la nomenclatura d'État qui dirige l'économie de ce pays. Pas du tout. Autre aspect très très important dans sa biographie, Michelin. Véritablement, j'ai passé de nombreuses heures avec lui pour faire ce livre.
passé 15 ans chez Michelin, comme je dis toujours, vous créez le numéro 1 mondial du pneumatique à partir de Clermont-Ferrand, qui est quand même au milieu de nulle part, comme on dit en anglais, c'est pas une petite aventure. Et c'est une entreprise très particulière qui, elle aussi, s'est toujours méfiée du politique, et François Michelin, personnellement en particulier, comme de la peste. Il y a les célèbres anecdotes sur ni Hitler ni De Gaulle n'ont pu rentrer dans le sein des seins de la manufacture, le laboratoire où on fabrique les gommes, etc. Bon. Ça, c'est très important dans sa personnalité. Il a toujours considéré que ce qui comptait pour un chef d'entreprise, c'était les résultats et la performance. Et la touche supplémentaire, c'est grâce à Michelin, d'ailleurs, l'expérience américaine. Il est, dans son fonctionnement, très américain, en réalité. Beaucoup plus américain que français, bien qu'il ait été élevé chez les jésuites, enfin, formé chez les jésuites à Beyrouth, et ensuite par les grandes écoles françaises. Et d'ailleurs, parlons du salaire de Carlos Ghosn, puisque c'était devenu dans la presse française une sorte de marronnier. Quand l'Alliance a atteint les 10 millions d'exemplaires et est devenu le numéro 1 mondial, ça a fait quasiment une brève. Par contre, chaque année, à la veille de l'Assemblée générale de Renault, le salaire faramineux de Carlos Ghosn faisait la une de toutes les gazettes. Une question très intéressante, une objection, tout à fait d'ailleurs, fondée de beaucoup de gens qui critiquent ces salaires de grands patrons tout à fait extravagants, et ils sont en effet extravagants. Bon, il faudrait passer un long moment pour expliquer pourquoi ils sont devenus extravagants, et j'ai moi-même une théorie là-dessus qui me renvoie à un de mes inspirateurs, le grand économiste autrichien Ludwig von Mises, sur l'inflationnisme. Bon. Mais l'inflationnisme touche les salaires des footballeurs, des chanteurs, des artistes et des grands patrons. La question est, y a-t-il un marché pour ces managers qui justifierait ces salaires extravagants ? Dans beaucoup de cas, non. Et en particulier en France. Je vais être méchant, et en plus j'ai beaucoup d'amis dans ce corps prestigieux, mais vous échangez un inspecteur des finances contre un autre inspecteur des finances, c'est pas vraiment une opération de marché. Dans le cas de Carlos Ghosn, il y avait un marché. Et je vais en donner un exemple. En 2009, à la suite de la crise financière mondiale, General Motors est en faillite. Obama, président des États-Unis, désigne Steven Rattner, on l'a appelé le tsar de l'industrie automobile, pour remettre de l'ordre dans cette industrie. Que fait Steven Rattner ? Il essaye de convaincre Carlos Ghosn de quitter Renault et Nissan, ce que, si Carlos Ghosn était le mercenaire assoiffé d'argent qu'on a décrit, il aurait fait. Nous, les quelques personnes qui avons travaillé sur ce dossier sérieusement, avons fait un petit calcul. La fortune de Carlos Ghosn, aujourd'hui, avait été estimée par Forbes autour de 100 millions d'euros. Alors évidemment, le chiffre est tellement ahurissant pour quelqu'un qui n'est pas un héritier que ça choque le bon peuple. S'il avait accepté en 2009 de quitter Renault et Nissan, de partir travailler pour General Motors, nous estimons, nous avons fait le calcul, que sa fortune serait de l'ordre de 400 millions de dollars. Donc, grosso modo, 4 fois plus. Pourquoi ? Il aurait été payé 20 millions de dollars pendant toutes ces années, qui était le salaire de Madame Marie Barra, supérieur à celui qu'avait Carlos Ghosn pour les 3 entreprises qu'il dirigeait. Il aurait évidemment bénéficié du gigantesque retournement de l'action General Motors, qui valait quasiment 0 en 2009. Personne ne l'aurait jamais enquiquiné sur son niveau de salaire, parce qu'aux États-Unis, c'est considéré, je ne dirais pas comme normal, mais enfin, ce n'est pas un sujet de discussion qui revient tous les ans. Et puis, cerise sur le gâteau, il n'aurait pas passé 108 jours en prison à Tokyo à la suite de ce qu'il faut bien appeler une opération politique, une révolution de palais, un coup d'État. Enfin, on a le choix des formules. Là-dessus,
l'enquête n'a pas véritablement commencé. Mais enfin, les évidences du montage de l'opération sont telles, il suffit de lire la presse japonaise, des articles curieusement d'ailleurs qui ne sont ni repris ni suivis dans la presse française, sur le rôle joué par le soi-disant lanceur d'alerte, M. Harinada, qui n'est pas du tout un lanceur d'alerte, c'est ce qu'on appelle en anglais un EVP, donc un vice-président exécutif de Nissan. On est très 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 haut dans la hiérarchie. Homme d'ailleurs que M. Martin Vial, patron de l'Agence des participations de l'État, a rencontré à Tokyo en avril 2018 pour lui présenter la version du gouvernement français de ce que pourrait être une fusion entre Renault et Nissan. Et ça a été manifestement l'élément déclencheur de l'opération. Bon, j'ai une pile d'éléments, on va pas y passer l'émission, mais bien entendu, tout ça sera écrit et sera prouvé un jour. Richard Verly. Oui, alors moi j'ai quand même envie de prendre ma pioche pour démolir un peu la statue que Philippe vient de nous construire et qui franchement, telle que quand on l'écoute, elle est belle, elle est convaincante. Carlos Ghosn aurait donc redressé Chrysler, aurait fait fortune aux États-Unis. Alors moi je pense qu'il ne faut pas oublier 3 blessures, parce que ce sont de vraies blessures que Carlos Ghosn peut-être paye aujourd'hui, ou en tout cas il faut les avoir en tête quand on aborde à la fois la question de Carlos Ghosn en tant que personne et la question de l'industrie automobile et notamment de l'alliance Renault-Nissan. Première blessure, n'oublions quand même pas que cette alliance se crée donc en 1999, au sortir de la crise financière asiatique. Le Japon, au-delà de Nissan, le Japon est en très mauvaise posture. Le Japon, en gros, est responsable d'aberrations économiques et financières. Et la caste politico-financière japonaise est à genoux. Et ça, ils ne l'oublient pas, les Japonais, parce qu'ils ont de la mémoire. Je ne suis pas en train de les défendre. Ils ont fait des bêtises, des aberrations qui les ont emmenés, notamment les banques japonaises, là où elles étaient à cette époque. Néanmoins, il y a ce sentiment que les Français ont pris, en quelque sorte, possession de Nissan dans un moment extrêmement avantageux. Et ça, on ne va jamais complètement leur pardonner. Vous savez, les Asiatiques, on le sait, ils ont de la mémoire et cette mémoire est longue. Deuxième blessure, n'oublions pas quand même, et ça Carlos Ghosn l'a souvent dit quand il était au Japon, que Nissan était une belle entreprise. Pas une bonne, parce que comme l'a très bien dit Philippe, elle était au bord de la faillite, mais une belle entreprise. Il y a un banquier assez connu au Japon, que nous connaissons tous les deux avec Philippe, un banquier canadien, M. Curtis, qui avait l'habitude de dire « Si le Japon était une entreprise, je la rachèterais tout de suite. » Parce que le fameux Japon Incorporated, l'entreprise Japon, était une belle entreprise. Ce sont des gens travailleurs, compétents, ingénieux. Et Carlos Ghosn prend donc possession d'une entreprise qui peut être redressée. Et enfin, troisième blessure, qui moi me paraît importante, c'est une blessure un peu française. Parce que Carlos Ghosn, effectivement, le parcours industriel et personnel que Philippe a décrit est absolument juste, mais il arrive au fond porté par Louis Schweitzer, qui est à l'époque patron de Renault. Il arrive de chez Michelin. Il adore la voiture. Moi, ce qui m'a toujours frappé, rendons-lui crédit, c'est que Carlos Ghosn, il aime la voiture. Il aime cette industrie. Il y a tellement le patron, inspecteur des finances notamment, qui n'aime pas les entreprises qu'il dirige. Lui, il aime la voiture. Ne dites pas de mal de Schweitzer. Mais quand même, il arrive un peu, Carlos Ghosn, au nom de la France. Ne l'oublions pas, il arrive en mission de conquête industrielle française. Or, que va-t-il faire durant toutes ces années qui le suivent ? Il va donner l'impression, je suis prudent, d'oublier la France, d'oublier l'État français qui lui a permis d'être là où il est. Donc quand même, la statue, je veux bien, mais il y a eu dans toutes ces années, de la part de Carlos Ghosn, au fond, une forme de volte-face. Il a oublié le Japon, il a oublié la France. Quand vous êtes à la tête d'une alliance franco-japonaise, ça fait beaucoup. Philippe Riès. Alors, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a toujours eu, depuis le début, ça n'a pas été véritablement mis sur la place publique, un désaccord entre Louis Schweitzer et Carlos Ghosn sur la nature de l'alliance. Louis Schweitzer, il vient encore de le dire récemment, a toujours considéré qu'il s'agissait d'un ensemble franco-japonais. Il avait même mis en place une fondation. Ça l'était. Une fondation pour justement ajouter un peu de culture dans cette opération industrielle gigantesque. Carlos Ghosn n'a jamais
acheté ce concept. Il a toujours considéré que l'alliance était la base de construction d'une entreprise globale. Global Motor. Enfin, ça, c'est ma formule. C'est un projet de livre que j'avais, mais bon, passons. Et il disait, il y a des Français, il y a des Japonais, ils sont très importants. Mais il y a des Américains, il y a des Mexicains, il y a des Russes, il y a des Chinois maintenant. Et c'est véritablement l'embryon d'une entreprise globale. Alors, dimension très importante. Pourquoi fallait-il faire évoluer l'alliance du point de vue capitalistique ? Et là, on va arriver sur le bois dur de la crise actuelle. Premièrement, il y a, je vais faire un peu de finance, mais si vous comparez la capitalisation boursière de Toyota et celle cumulée de Renault et de Nissan, il y a un écart du triple au simple. C'est-à-dire Toyota, grosso modo, vaut 2 fois et demi plus en bourse que Nissan plus Renault. Il y a une énorme... Or, pour le même nombre de voitures produites dans le monde, à peu près le même nombre de salariés, un peu moins chez Toyota, et des performances économiques et financières qui sont à peu près équivalentes. Il y a une énorme décote dans cette alliance, une énorme décote boursière. Alors, on va dire, ça n'intéresse que les actionnaires. Bien entendu, les actionnaires, comme chacun sait, ce sont d'affreux jojos. Il ne faut surtout pas s'occuper des actionnaires. Carlos Ghosn, je ne parle pas en son nom. Ma conviction, depuis le départ, et d'ailleurs la question aussi redevient d'actualité, a toujours considéré que dans l'Alliance, il manquait un élément essentiel qui était une très forte présence sur le marché américain, qui est quand même encore, après le marché chinois, le deuxième marché au monde. Et donc, il y aurait un jour une opération aux États-Unis. General Motors, Ford, non, c'est exclu, parce que la famille possède très peu du capital, mais a des droits de vote tellement extravagants qu'elle contrôle complètement l'entreprise. Il reste Chrysler, qui appartient à Fiat, mais enfin bon, et General Motors. Et ça, pour faire ça, vous avez besoin d'un instrument. Donc l'idée, je vais révéler quelque chose, enfin je l'ai déjà dit ailleurs, mais à partir de 2005, avec une grande banque d'affaires américaine, dont je ne donnerai pas le nom, Carlos Ghosn a commencé à réfléchir à la manière dont, à partir de l'Alliance, on pouvait créer un instrument financier qui permettrait aux investisseurs mondiaux d'investir dans l'Alliance et surtout qui donnerait à l'Alliance un titre pour faire une opération aux États-Unis. Par exemple, si vous voulez racheter General Motors, vous ne faites pas ça avec du cash. Peut-être que vous mettez un peu de cash, mais vous mettez des actions. Et c'est ça qui manquait. Il n'a jamais été question, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, d'une fusion. La fusion aurait été contraire à toute la philosophie de l'Alliance. Ce dont il avait été question, encore une fois, les travaux ont commencé en 2005, c'est de créer une structure financière de tête, disons une holding, qui aurait permis de faire remonter toutes les participations. Renault, Nissan, Mitsubishi, Avtovaz, Dongfeng, Samsung, Dacia, et de créer véritablement une entreprise mondiale. Là, il y a une différence de philosophie. Et il y a un autre désaccord fondamental entre Schweitzer et Ghosn, c'est que quel a été l'obstacle depuis 2005 à la réalisation de cette construction ? C'est la participation de l'État français dans Renault, à laquelle Schweitzer tient, il l'a encore dit il y a quelques jours sur France Info, tient absolument parce qu'il considère que si l'État sortait, l'ensemble passerait sous le contrôle des Japonais. Ce que je ne crois absolument pas et ce à quoi Carlos Ghosn ne croit pas non plus. Or, toute cette crise toute la crise récente provient véritablement du fait qu'on n'a jamais réglé la question de la présence de l'État français au capital de Renault, qui a été l'obstacle. La question qui s'est posée récemment aurait dû être réglée, peut-être pas en 2005,
mais certainement en 2010, ou en tout cas certainement à la faveur de la crise financière globale. Cette question n'a pas été réglée. Aujourd'hui encore, au Japon et chez Nissan, la participation de l'État français pose problème. Et pour répondre à la question de Richard, ça pose problème aux Japonais, le fait qu'on puisse envisager que l'Alliance se transforme en une structure dans laquelle l'actionnaire de référence serait un État étranger, en l'occurrence l'État français. Il faut parler de cette question. Et le reste, on amuse la galerie. C'est la question centrale. Parce que pour le reste, il y a eu des difficultés considérables. Je connais des gens qui ont participé aux 30, qui ont le commando qui a débarqué à Tokyo en 99. C'est très compliqué. Quelqu'un m'a dit encore récemment, pendant que Toyota dessine ou imagine des voitures, nous négocions pied à pied entre Français et Japonais. L'alliance, c'est une affaire très compliquée. Et bien entendu qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs commises. Mais la question centrale n'est pas celle-là. La question est, quelle est la structure capitalistique qui permet de pérenniser l'alliance? Ça n'est pas une fusion, mais ça ne peut pas être non plus le statu quo. Et c'est encore moins le prétendu consensus qu'on nous annonce, que M. Sénard est allé présenter à Tokyo. Parce que ça, quand il va falloir prendre des décisions dans cette conférence de presse de l'Alliance, il faut vraiment l'écouter. M. Saikawa, qui quand même a toutes les cartes en main maintenant, il a toutes les cartes en main tout simplement parce que j'utilise une formule qui est très méchante. Comme M. Bourlange aime beaucoup les citations, il va aimer celle-là. Elle est très connue. Quand Chamberlain rentre de la rencontre avec Hitler à Munich, Churchill lui dit « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » La partie française, dans cette opération, dans l'affaire Ghosn, a capitulé. Donc il n'y aura peut-être pas de guerre, puisqu'ils ont capitulé. Mais Saikawa dit une chose très, très, très claire. Bon, c'était traduit du japonais, donc je ne garantis pas l'exactitude de la traduction. Il a dit, à partir de maintenant, chaque partie prenante décidera de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas. C'est ça la vision qu'a M. Saikawa, directeur général de Nissan, du futur de l'Alliance. Ben ça, c'est la mort de l'Alliance, parce que, comme je l'ai expliqué au départ, dans le redressement de Nissan, il y a eu des décisions lourdes, difficiles, et il y en aura de nouveau. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe de tout ça. Moi, je pense que, je ne sais pas si la France a capitulé, mais je rejoins Richard sur le fait que Carlos Ghosn n'a sans doute pas suffisamment défendu sa partie française en tant qu'individu et pas suffisamment tenu compte d'une sociologie du pouvoir qui en France est particulière, on peut le regretter, mais qui fait partie du système. Moi, j'avais envie de rebondir sur autre chose, qui était qu'on voit bien que le secteur automobile est soumis à quelque chose qui relève de l'évolution des comportements extrêmement rapides. On voit bien que prendre sa voiture ou ne plus prendre sa voiture, ça fait maintenant partie des débats de société. C'est quelque chose qu'on peut regretter ou pas. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant parce qu'il y a la question de l'utilité et du lien entre la voiture et le transport en commun, du covoiturage. En tout cas, la place de la voiture entre l'individuel et le collectif, elle est posée. On voit bien qu'il y a un sujet sur l'innovation. Ça a été rappelé en début d'émission. Voiture autonome, voiture électrique, digitalisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle sera la voiture de demain? Et on voit bien aussi que la question de où sont les marchés est posée. Et en même temps, si je puis dire, et c'est là que la question de l'argent et de Carlos Ghosn pose un sujet particulier, que lorsqu'on parle des ouvriers du secteur automobile, le sujet, c'est les plans sociaux, la fermeture d'usines ou parfois la réouverture d'usines, mais en tout cas, c'est quelque chose, une géographie sociale qui ne cesse d'évoluer. Et lorsqu'on interrogeait les ouvriers de Renault par rapport à la question du salaire de Carlos Ghosn et à l'affaire Carlos Ghosn au Japon, on sentait de l'indignation et en même temps un regret sur le fait qu'il avait réussi à redresser les choses, qu'il y avait une fierté par rapport à l'Alliance, et puis un regret par rapport à son comportement personnel. Moi, je repose la question du leadership, c'est-à-dire que dans un moment de transition, au fond, d'incertitude économique et sociale extrêmement forte qui existe au niveau mondial comme au niveau français, est-ce qu'un patron
Le Carlos Ghosn idéal, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû, excusez-moi hein, Philippe, mais 400 millions de dollars, 100 millions, pour moi c'est quelque chose de profondément virtuel. Est-ce que vous ne pouvez pas être heureux tout simplement en ayant une fortune d'1 million d'euros ou d'1 million de dollars ? Je crois que ça nous suffirait. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un moment où cette virtualité de l'enrichissement, il faut la laisser tomber pour aller dans quelque chose de très concret, qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'Alliance continue à fonctionner et à ne pas donner d'arguments à ceux qui justement sont en embuscade pour essayer de vous mettre en prison ? Jean-Louis Bourlange ajoute son intervention. C'était pas la même. J'ai cru que vous vouliez compléter la question de Philippe Riès puis Richard. Je ne vais certainement pas prendre la défense de ces salaires extravagants. J'ai essayé d'expliquer quelle était leur origine. C'est très très lié aux valorisations boursières, elles-mêmes extrêmement liées. Alors, c'est une question théorique très intéressante, au fait que nous vivons depuis des dizaines d'années dans un système de debasement, comme on dit en anglais, de décèlement des monnaies. Et donc, il y a une inflation généralisée. Le PSG, personne n'est choqué qu'il ait payé 220 millions d'euros pour avoir un joueur, M. Neymar, je crois, qui passe l'essentiel de son temps sur le banc de touche ou à l'infirmerie ou en vacances au Brésil pour récupérer de ses blessures. Et bon, tout ça étant évidemment totalement hors de proportion. Ça n'a absolument aucun sens. Mais, encore une fois, dans l'univers de ces gens-là, c'est l'indication, c'est l'étalon de valeur. Donc, voilà. Donc, ils se comparent entre eux. Voilà. Alors, il faudra faire un jour le bilan social de l'Alliance. Ce serait un thème tout à fait intéressant. L'Alliance a détruit des emplois. Par exemple, chez Nissan, en effet, on a supprimé des emplois dans les usines. On en a recréé où ? Comme d'ailleurs chez Renault, dans les centres de recherche. Quel est aujourd'hui le plus gros établissement de Renault ? C'est Guyancourt, c'est le Technopole. Ce sont des milliers d'ingénieurs. Des ouvriers sur les chaînes, il y en aura inévitablement de moins en moins. Et c'est pas nouveau. Je me souviens avoir visité au Japon, c'était il y a 20 ans, une usine Toyota à Nagoya, où toute la chaîne de production des moteurs était plongée dans l'obscurité la plus totale, parce que les robots, ils n'ont pas besoin de voir. Et, si vous voulez, quand on passe avec le Toyota Manufacturing System de 40 heures à peu près de travail pour fabriquer une voiture à 10, l'impact social est absolument colossal. Et la révolution qui arrive, l'électrique, va accélérer ce phénomène. Donc, il va y avoir des décisions sociales très difficiles à prendre. Mais quel a été véritablement le bilan social de l'Alliance ? Ça, ce serait une chose vraiment intéressante sur laquelle ça mériterait une enquête. Elle a créé des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. Pas nécessairement en France, même pas du tout en France, pas nécessairement au Japon. Monsieur Saikawa a dit que Ghosn, une de ses erreurs avait été de négliger le marché japonais. Le Japon est un pays qui perd 500 000 personnes par an. Le marché automobile japonais est un marché qui se réduit comme peau de chagrin. Et d'ailleurs, les voitures qui se vendent le mieux au Japon, c'est ce qu'on appelle les kei-cars. C'est des toutes petites voitures. On ne peut même pas les exporter parce qu'elles ne sont pas aux normes de sécurité du reste du monde. Mais la Chine, je veux dire, Nissan vient de prélever, je ne sais pas pourquoi, plus d'1 milliard dans la trésorerie de Dongfeng, 1 milliard de dollars dans la trésorerie. Mais le Vietnam, mais la Russie, Avtovaz, 40, ça c'est une opération Ghosn, qui a d'ailleurs été très critiquée dans la presse française. Il prend, avec Avtovaz, le contrôle de 40% du marché russe. Je sais bien qu'on nous annonce toujours que l'économie russe va s'effondrer parce que M. Poutine est méchant, parce qu'il y a des sanctions, etc. Donc, encore une fois, cette question des salaires, elle devrait faire... je ne justifie rien, j'essaye d'expliquer. Pour répondre à Richard, et à cette idée que Ghosn aurait, d'une certaine manière, négligé la dimension française. Au Japon, le reproche est exactement l'inverse. Les gens qui ont participé à cette opération, qui sont d'ailleurs totalement inaccessibles. C'est un peu un problème, c'est que Nissan a monté depuis le 19 novembre dernier ce que j'ai appelé dans le Financial Times une opération de character assassination, c'est-à-dire de démolition de la personnalité de Ghosn
faisant des fuites quasiment quotidiennes sur tous les travers qu'on lui reproche. Mais les gens qui sont derrière cette opération sont inaccessibles. Et d'ailleurs, écoutez les conférences de presse de M. Saikawa, il ne répond à aucune question sur l'affaire Ghosn. Donc vous avez un double mécanisme. Vous avez un mécanisme... C'est sagesse. C'est la sagesse. Mais c'est un peu ennuyeux que les journalistes ne puissent pas aller interroger M. Harinada ou les autres, ou M. Saikawa lui-même sur l'affaire Ghosn, en se réfugiant toujours derrière le fait qu'il y a une procédure. La procédure est tout à fait curieuse. Comme je dis, le procureur de Tokyo, c'est pas des Sherlock Holmes ou des Hercule Poirot. Nissan leur a apporté le dossier complet et il continue à travailler. Il y a des dizaines, Ghosn l'a dit lui-même, il y a des centaines de personnes chez Nissan dont le seul travail est d'essayer d'éplucher toute sa gestion pour trouver tout ce qu'il aurait pu faire d'abominable, expliquant quoi, au juste? La réussite de Nissan, globalement? Parce que on se demande, je veux dire, on se demande. Richard Verly. Jean-Louis Bourlanges, pardon. Oui, je voulais revenir sur la question antérieure. On voit bien l'aspect complot. En même temps, c'est complexe, parce que quand vous analysez la différence de stratégie entre Louis Schweitzer et Carlos Ghosn, on voit bien que Schweitzer est un produit du système français, qui est attaché à la présence de l'État français au capital de Renault, qui donc veut exercer une hégémonie, si je puis dire, sur le partenaire japonais. Et comme il est intelligent, malin et prudent, il dit il ne faut pas pousser trop loin et il faut ménager les possibilités, les susceptibilités, donc il ne va pas trop loin. Mais le projet, tel que vous le décrivez, qui est tout à fait fascinant, de Carlos Ghosn, c'est en fait d'échapper à tous les États. C'est d'échapper à l'État japonais, c'est d'échapper à l'État français, et c'est de créer une véritable multinationale, quand vous dites en introduisant, si c'est possible, un grand partenaire américain pour faire un géant mondial. C'est donc pas du tout, Carlos Ghosn n'est pas du tout, dans votre projet, tel que dans le projet que vous décrivez, n'est pas du tout l'homme de l'État français. Or, il est... Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche en profondeur? Qu'est-ce que lui reprochent ces gens qui ne parlent pas, dont vous parlez? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Parce qu'on ne peut pas lui reprocher d'être le cheval de Troie de l'État français, alors que son projet est un projet de multinationale. Est-ce que c'est une réaction nationale japonaise contre une entreprise vraiment multinationale? Philippe Ries. Alors, je suis très loin de tout savoir et de tout comprendre dans cette affaire qui est en effet complexe. Je sais un certain nombre de choses. Je sais, par exemple, je l'ai dit, que Martin Vial est allé, donc qui est le représentant de l'État français au conseil d'administration de Renault, depuis de longues années, enfin depuis qu'il dirige l'agence des participations de l'État, est allé rencontrer M. Harinada, grosso modo général conservateur, chef des services juridiques et collaborateur très proche de Carlos Ghosn pendant de nombreuses années, en avril 2018. Avec un projet de renforcement de l'Alliance. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'est ce projet. J'aimerais bien que l'État français mette sur la table ce qu'était véritablement... Ce que je sais, c'est que M. Vial n'était pas mandaté, ni par la direction, ni par la présidence, la direction générale et le conseil d'administration de Renault. Par qui était-il mandaté? Par l'État français. Je le dis ici à cette émission, ça fait de nombreux jours, semaines, que je voudrais pouvoir m'entretenir de cette question avec M. Martin Vial. Je pense que c'est une question absolument centrale. Je ne sais pas. Est-ce que le projet de l'État français était différent de celui de Carlos Ghosn? Je ne le sais pas. J'aimerais le savoir et je pense que tout le monde devrait le savoir. J'ajoute qu'il y a dans cette affaire une question, un point quand même tout à fait étonnant. Nissan, comme Renault, sont des sociétés cotées. Leur relation, depuis 2001, fait l'objet d'un document qui s'appelle le RAMA. C'est un acronyme anglais. Bon. Ce document est secret et confidentiel. Les actionnaires, autres que Nissan, j'imagine le METI japonais, je suis sûr le Trésor français, et M. Vial en particulier, et Renault, personne ne connaît ce document. Ce sont deux sociétés cotées,
dont les relations sont fondées sur un document qui est privé et confidentiel. Le capital de Renault étant très très éclaté, si vous voulez, après l'État français qui est à 15%, Nissan qui est à 15% aussi, sans droit de vote, vous trouvez BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire de fortune au monde, qui a environ 5%. Et puis Daimler a une participation de 3%. Puis après, on tombe vraiment dans des tout petits pourcentages. Ben, ces gens-là ne connaissent pas ce document. Le public ne connaît pas ce document. C'est tout à fait extravagant. C'est tout à fait extravagant. Richard Verlet, ce sera malheureusement notre dernière question, mais ça nous donnera l'idée de prolongement futur. Richard Verlet. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Lucile, qui est peut-être que Carlos Ghosn est tombé finalement dans un précipice ouvert par ce qu'on attend aujourd'hui de l'automobile. Et au fond, l'automobile étant, comme vous le disiez, madame, devenue une industrie, elle l'a toujours été, mais elle est peut-être devenue encore plus une industrie symbolique des changements qu'on attend de la société. Parce que c'est une industrie par nature polluante, dont on attend qu'elle devienne moins polluante, qu'elle participe. Il y a toute la question des voitures sans chauffeur, etc. Eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui un devoir de citoyenneté encore plus grand qu'on demande à l'industrie automobile. On lui demande donc de coller à la perspective que les gouvernements entendent donner à leur pays et à l'évolution de leur société. Et peut-être y a-t-il là un précipice que Carlos Ghosn n'a pas vu venir. Parce que le raisonnement, la conclusion que je tire de toutes les informations passionnantes que nous a donné Philippe, c'est que Carlos Ghosn avait un plan capitaliste, mondial, semble-t-il parfaitement orchestré. La partition était impeccable. Mais était-ce la partition qu'on attendait de lui? Et plus généralement, était-ce la bonne partition? Est-ce que finalement, avant de se préoccuper de construire une espèce de multinationale en lévitation hors des États, il n'aurait pas fallu davantage se préoccuper du destin de l'automobile et de son rapport avec les citoyens dans deux pays donnés que sont la France et le Japon? Philippe Priest, c'est ce que vous voyez là? Très rapidement, je vais quand même rappeler que dans tout, si vous voulez, dans le virage de l'électrique, Carlos Ghosn l'a fait prendre avant tout le monde à Renault et à Nissan. Il n'a jamais cru à l'hybride. L'hybride, c'était un truc de Toyota. Toyota a perdu sur l'hybride de l'argent pendant 15 ans, donc ils veulent véritablement rentabiliser cette technologie, mais l'hybride n'a pas d'avenir. Ce qui a de l'avenir, c'est le tout électrique. Il a été le seul, pendant de longues années, à dire Nissan et Renault s'engagent dans le tout électrique. On ne va pas revenir sur les conditions. La coopération des ingénieurs n'a pas été si bonne que ça. Bon. Et puis vous avez, évidemment, et ça c'est très difficile quand vous partez d'une entreprise existante. Et puis de l'autre côté, vous avez Tesla. Et Tesla, c'est formidable parce qu'il part d'une page blanche, Elon Musk. Et donc, il crée une architecture de l'automobile complètement différente. Quand vous prenez un groupe, un ensemble de 500 000 personnes qui fabriquent 10 millions de voitures, dont 99% sont encore avec des moteurs à combustion interne, pour l'engager dans l'électrique, c'est quand même très difficile. Mais rendons-lui au moins ce crédit. Il a été le seul dans cette industrie. Maintenant, tout le monde vient à l'électrique parce qu'on comprend que la mutation va se faire, qu'elle va se faire très rapidement. Et Nissan et Renault, par rapport aux autres grands généralistes, ont une avance considérable. Est-ce que cette avance suffira? Est-ce que c'était la bonne méthode? Une chose est certaine. L'industrie automobile fait face à des investissements absolument colossaux. Elle fait face à une révolution qui est sans équivalent depuis sa naissance et qui porte, comme Lucie Schmitt l'a dit, bien entendu, l'abandon du moteur à combustion interne, le véhicule autonome et le changement des usages de l'automobile. Peut-être que les gens ne seront plus jamais propriétaires de leurs automobiles. Ça deviendra, on le sait très bien, avec les réseaux, avec les applications. De toute façon, ce qu'on sait de manière absolument certaine, c'est que tout ça va réclamer des investissements colossaux. Volkswagen, je crois que c'est 30 milliards d'euros dans l'électrique sur les années qui viennent, d'ici à 2025. Pour ça, il faut beaucoup d'argent. La vision de l'Alliance, que je crois être celle de Carlos Ghosn, il faudra lui demander si c'est effectivement la bonne, c'était qu'il fallait absolument pouvoir mobiliser ses capitaux. D'où la nécessité de ne pas rester dans l'état actuel. C'est la fameuse histoire de la bicyclette. Si vous vous arrêtez de pédaler, vous tombez. L'Alliance ne pouvait pas rester dans le schéma qu'avait envisagé Schweitzer parce que le monde changeait.
et elle ne pourra pas rester, et certainement pas dans la vision que nous en a présentée M. Sénard. Embrassons-nous Folleville, tout va bien, l'avenir est radieux, et c'est le consensus à la japonaise qui va désormais régir cet ensemble. Je n'en crois pas un mot. Philippe Ries, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir éclairé sur Carlos Ghosn, sur le Japon et sur l'industrie automobile. Je rappelle que cette émission est soutenue moralement et matériellement par le groupe d'assurance MMA qui en fait connaître l'existence à ses salariés et à ses agents. Je rappelle aussi que c'est avec Charlotte Montier que cette émission a été préparée. Nicolas Tourneau assure la vie du site. Benoît Carré, la transcription de notre conversation. Adrien Beccaria, l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique et Nouvelles Écoutes. Et Julien Neuville en assure la programmation. Je rappelle aussi que c'est la semaine prochaine qu'a lieu notre émission en public à l'école alsacienne et qu'on peut s'inscrire dès maintenant sur notre site. Et puis je rappelle aussi la nouvelle que j'ai annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire qu'étant devenu un service de presse en ligne, ayant obtenu un numéro de la commission paritaire, nous sommes désormais une entreprise de presse et comme telle habilitée à recevoir des dons défiscalisés à hauteur de 66%. C'est sur cette bonne nouvelle que je vous tire ma révérence en vous disant à la semaine prochaine à l'école alsacienne. Merci beaucoup.